Cette vidéo est un complément au film du projet L'œil du vélo. Il s'agit d'une discussion où on a essayé de détailler notre organisation en profondeur. On espère qu'elle sera utile à tous ceux qui voudraient rejoindre les chemins lors de leurs prochaines vacances. Sur ce, bon visionnage. T'as pris la balle. Allez. Il faut regarder vraiment dans le centre là. Ouais, t'es pas obligé de tout le temps regarder dans le centre, mais oui. Bon, c'est la fin du voyage, c'est le dernier jour et on va prendre le train retour vers Nantes dans la journée là. Donc en fait on est toujours dans l'appartement des personnes qui nous ont hébergés sur Paris. Et bah voilà, c'est le dernier jour. On était censé visiter Paris aujourd'hui mais il a plu, comme vous l'avez vu. Donc on n'a pas pu visiter et on voulait faire ce plan là à l'origine devant la Tour Eiffel avec une belle lumière. Au final on le fait dans l'appartement et en fait on va faire un retour d'expérience et un point sur la technique de notre voyage. Donc avant le voyage, on avait déjà défini un itinéraire grossier, mais évidemment pendant le voyage, on a dévié forcément, on n'a pas toujours suivi exactement cet itinéraire grossier, et du coup on a dû l'adapter au jour le jour. Et ça c'est Lilian qui s'en chargeait. Donc au début on avait tracé donc au plus droit en fait les différents itinéraires entre les différents lieux clés. Je coupe ici car Lilian s'apprête à mentionner les Eurovélos. En fait, c'est une série d'itinéraires balisés pour les vélos dans toute l'Europe. On s'est rendu compte juste avant notre départ que notre itinéraire partageait une partie avec l'Eurovélo 4. On a donc décidé de l'emprunter et on vous recommande de faire de même pour vos itinéraires. Ça permet d'avoir l'assurance que les cyclistes ont été pris en compte sur ces parties d'itinéraire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un Eurovélo qui passait dans le nord, qui longeait la côte. Ça nous semblait plus intéressant de prendre cet itinéraire-là. Est-ce que tu peux détailler comment tu calculais l'itinéraire au jour le jour ? Donc pour calculer l'itinéraire et pour se repérer dans la journée, on utilisait un compteur GPS. Au-dessus on avait une trace GPX, ce qui nous permettait en fait de suivre comme vous le faites avec les applications Google Maps ou Waze. Pour calculer cette trace, j'utilisais l'application de mon compteur Garmin qui préconise un tracé cycliste. On a aussi utilisé deux applications comme Komoot qui ont des itinéraires qui sont un peu plus précis et plus intéressants à suivre. Et on a également récupéré les traces GPX directement sur le site de la Vélo Maritime qui permet donc de calculer son itinéraire sur l'Eurovélo. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir c'est que si vous voulez voyager en vélo comme ça aussi, il faut se renseigner s'il n'y a pas déjà des routes déjà faites comme l'Eurovélo justement ou la Vélo Maritime qui passent sur votre itinéraire. Et si oui, n'hésitez pas à vous renseigner pour voir comment les emprunter. Donc nous, comme on faisait avec le site de l'Eurovélo ou le site de la Vélo Maritime, pour récupérer les traces GPX et après pour les insérer dans un compteur. Donc on vous parlait du compteur, donc c'est un Garmin Edge 530. Vous voyez par rapport à la main, c'est pas très gros. Et d'ailleurs on a une attache rapide. Donc pour une idée, il a 3-4 jours d'autonomie. Et en ayant une luminosité bien plus importante que les téléphones. Donc ça c'est vraiment cool quoi, ça permet d'avoir un outil dédié. Et du coup ça demande de calculer les traces GPS la veille à chaque fois. Et après il faut les importer sur le compteur. Et le jour même, faut lancer la trace tout simplement, il faut la suivre. Donc le compteur donne toutes les indications, il y a même parfois des petits bips quand on passe des étapes, ou enfin voilà. Ouais, comme dit Antoine, il y a des indications notamment sur des côtes qui sont répertoriées. Et ça nous permet de connaître le dénivelé sur la côte qu'on est en train de monter et surtout quelle distance elle fait et quelle distance il reste à faire jusqu'au sommet. On enregistre également la trace en temps réel, ce qui nous permet de vous la partager ensuite en story sur Instagram tous les soirs. Ouais, ça c'est vraiment bien, en fait c'est connecté avec l'application Strava, enfin du moins t'arrives à faire une connexion. Ouais, c'est synchronisé entre Garmin et Strava. Donc du coup on arrive à récupérer la trace qu'on a faite chaque jour, on a toutes les informations de dénivelé en avance et après on a le dénivelé réel qu'on a fait qui des fois peut varier un peu. Mais en tout cas avant de commencer l'étape du jour, on sait toujours à peu près le dénivelé qu'on va faire, on sait la distance précise qu'on va faire et on est assuré là-dessus quoi. Donc ça c'était pour toute la partie itinéraire. Maintenant on peut parler de la partie camping. Ça en vrai c'est intéressant. On s'est hébergé parfois chez l'habitant, comme on est en train de le faire d'ailleurs ici, grâce à l'application Explo et grâce à des contacts qu'on a eus. On a fait aussi du camping sauvage. Parfois, on l'a fait 2 ou 3 fois et en fait, c'est du bivouac. C'est autorisé par la loi si vous restez seulement une seule nuit dans un endroit qui remplit des conditions spécifiques qui font que du coup, ça ne gêne pas trop le public autour. Mais voilà, c'est autorisé de faire du bivouac. On l'a fait 2 fois. On a été hébergé, comme je l'ai dit, à peu près 3 ou 4 fois chez l'habitant et du coup toutes les autres nuits c'était en camping. Et là, à chaque fois, on a procédé la veille pour le lendemain. En fait, on recherchait dans la zone où on voulait aller le lendemain s'il y avait des campings ou non et on les appelait et on demandait s'il y avait de la place pour 2 personnes qui veulent planter une tente et le plus souvent ça a été oui. Donc les campings, il y a certains campings qui sont labellisés accueil vélo, accueil cycliste,
C'est souvent des campings qui ont des installations qui permettent aux cyclistes d'être un peu abrités si jamais il pleut, avec des emplacements sans électricité qui viennent juste passer la nuit en itinérance. Il y a des campings qui jouent plus ou moins le jeu de l'accueil vélo, où certains ont des vraies installations, et c'est assez confort pour les cyclistes. Et souvent il y a un tarif qui est préférentiel aussi pour les cyclistes. En général, on en a eu environ pour 20 € par nuit à 2. C'était en moyenne ce que nous coûtaient les campings. On a des emplacements qui sont sans électricité. Et donc vous vous posez sûrement la question de comment on fait pour recharger tous nos appareils, téléphone, caméra, le compteur, le drone, etc. Donc on avait un panneau solaire qui nous permettait de recharger 3 appareils en simultané, qu'on utilisait uniquement quand on était posé en fait, pas pendant qu'on roulait. Ouais. Et après on squattait un petit peu les prises dans les sanitaires, etc. Où certains campings nous disaient clairement qu'on pouvait les utiliser. On avait aussi des batteries externes qu'on rechargeait dès qu'on avait un accès à l'électricité dans les campings notamment. Et avec ces batteries externes là, on n'a jamais été en rupture d'électricité. On a su tenir parfois plusieurs jours de bivouac et même quand il pleuvait, donc ça le faisait. Et quand il faisait beau, comme l'a dit Lilian, on avait le panneau solaire. Et franchement, on en est plutôt satisfait. Ça rechargeait assez vite les téléphones, même l'appareil photo, le compteur aussi. Et au niveau des batteries externes, Antoine, tu avais 30 000 mAh, donc on avait 50 000 mAh en batterie externe. Et est-ce que tu as le panneau ou pas avec toi, ici? Ouais. Ah tu peux le montrer aussi en vrai, ça c'est stylé. Tu montres comment il se déplie et tout. Donc voilà, là c'est le panneau solaire qui se plie comme ceci. Vous voyez, c'est assez compact, ouais, ça rentre assez facilement dans les sacoches et ça pèse moins de 2 kg je crois, 1,4 kg. En vrai ouais. Je crois que c'est ça. Donc après quand vous le dépliez, donc vous avez 4 cellules solaires. Et ouais, et donc ça prend pas mal de place et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à le mettre sur les vélos. Par contre, une fois replié, ça se transporte très facilement. Et ensuite, ici, vous avez le boîtier où vous venez brancher directement vos appareils USB. Et donc, il n'y a pas de batterie externe qui est dans le panneau, donc ça charge directement vos téléphones. Et un chargeur qui est capable de délivrer 28 watts sur 3 prises USB. Pour ceux qui veulent savoir ça. Ok, donc là on a parlé d'électricité, on a parlé d'hébergement, on a parlé d'itinéraire. Il nous reste la gestion de la nourriture et la gestion de l'eau, en vrai, qui sont très importantes. Et sinon on aura vu à peu près tous les points. Donc pour ce qui est de l'eau, c'est beaucoup moins problématique que ce qu'on pourrait croire, puisqu'il y a de l'eau un peu partout en France dans les cimetières. Donc il faut savoir que lorsque vous vous arrêtez dans un petit village, il y a dans la majorité des cas un cimetière avec de l'eau potable. Elle n'est pas toujours potable, mais quand c'est pas potable, en fait, c'est indiqué. Et s'il n'y a rien indiqué, vous pouvez prendre l'eau, il n'y a pas de problème. Et du coup, on s'est ravitaillé comme ça assez facilement tous les jours. Et sinon, on avait de l'eau dans les campings. Et donc au niveau de la nourriture, on avait très peu d'espace de stockage dans nos sacoches. Et donc niveau poids aussi, c'est bien de limiter la masse qu'on transporte. En termes d'équipement, on transportait juste un tupperware chacun avec des couverts et le réchaud et la casserole qui va sur le réchaud. Mais on n'a pas pris d'assiette, on n'a pas pris de verre. Donc on faisait les courses 1 à 2 fois par jour. Donc on avait un petit sac qui nous permettait de stocker temporairement les éléments qu'on essayait de consommer dans la journée en fait. Sauf bien sûr on avait souvent un demi-paquet de riz ou un demi-paquet de pâtes toujours avec nous. Et on s'est généralement fourni dans les supermarchés ou dans les petites épiceries qui étaient sur le bord de la route. Ouais, comme on a suivi un itinéraire où il y a beaucoup de villages, au final on n'a jamais été embêté pour ça, on a pu faire les courses tous les jours, voire 2 fois par jour. Et aussi au niveau de ce qu'on achetait, alors on avait un réchaud pour pouvoir faire chauffer de la nourriture, ce qui nous permettait de faire des pâtes ou du riz par exemple avec de l'eau. En fait le réchaud ça se présente sous la forme d'une bonbonne de gaz qui alimente une casserole juste au-dessus. Donc ça fait comme si vous aviez une gazinière avec une casserole. Donc on peut faire des plats simples comme des pâtes, du riz, on a fait de la semoule aussi. Et du coup nos repas du soir c'était souvent des pâtes bolognaises, on a fait de la semoule avec de la ratatouille aussi des fois, enfin voilà. Sinon on a fait pas mal de sandwichs en achetant du pain et des choses à tartiner dedans. Et pour les petits déjeuners et des encas ou des desserts dans nos repas, on utilisait souvent du fromage blanc avec des sortes de céréales sous forme de muesli. Et en fait on met ça dans un bol, dans nos gamelles qu'on avait avec nous. Et c'est bon et c'est super nutritif, super chargé et super protéiné. Donc il y a de l'énergie pour une journée avec ce genre de truc. Et beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits et des tomates souvent. C'est facile à trouver, ça se mange rapidement sans cuisson en fait. Et c'est bon pour la santé. Ah oui, et aussi on avait toujours en permanence avec nous des barres de céréales et parfois même des bonbons
pour faire des encas très rapides pendant les tours directement. Oui, généralement sur une étape qui faisait 60-70 km, on s'arrêtait au 30e ou 40e kilomètre, à soit un peu plus de la moitié, où là on faisait une pause fruits, barres de céréales, amandes, choses comme ça, et bonbons. On mangeait souvent le midi assez tard, on a déjà mangé à 16h, 16h30, on a rarement mangé à midi. En fait, le fait de voyager comme ça, ça nous a complètement décalé des horaires habituels et de comment nos journées sont organisées, puisqu'on n'avait pas d'emploi du temps à tenir. Mais globalement, quand même, nos journées se ressemblaient un peu dans le sens où on se levait vers 7h30, 8h maximum. On essayait de partir du camping dans lequel on était vers 9h30, voire 10h des fois quand on avait des problèmes. Et après, on roulait souvent jusqu'à de 13h à 15h en vrai. Et on mangeait à la fin du tour du jour. Et après, le soir, on remangeait et voilà, on passait une nuit et c'est reparti pour le lendemain. On peut parler aussi de notre ressenti niveau effort. Pour nous deux, on n'a pas eu de douleur musculaire pendant le voyage, à part moi un peu les premiers jours parce que j'étais pas habitué. Mais en vrai, nos jambes elles ont tenu le coup, on n'avait pas un rythme très intensif. Il y en a d'autres qui ont fait des tours avec des rythmes beaucoup plus intensifs qu'on n'aurait peut-être pas pu suivre, mais du moins avec le rythme qu'on a emprunté, on n'avait pas de douleur aux jambes. On prenait des pauses d'une demi-heure, 40 minutes des fois pour faire certains plans. Donc ça aussi permettait de récupérer pendant l'étape. Par contre, là où ça pouvait être plus problématique, c'est pour les articulations. Puisque en général, pour des efforts comme ça prolongés et répétés tous les jours, il faut que les articulations soient renforcées, ce qui n'était pas forcément notre cas, du moins le mien, parce que je roule un peu moins que toi dans la vie de tous les jours. Et du coup, moi j'ai eu mal aux deux genoux pendant le projet, mais on a adapté l'allure et finalement je me suis pas blessé. J'ai toujours réussi à récupérer et là on est à la fin du projet et j'ai plus mal, donc ça c'est super. Et moi j'ai eu quelques douleurs au niveau du dos. Sur mon dieu, la position sur le vélo qui n'était pas forcément optimisée. Sur la fin, j'ai réussi à changer un peu la position de ma selle, c'était un peu mieux. Voilà. C'est très important la position sur le vélo, surtout sur des efforts longs et répétés. Si vous voulez vous engager dans un projet similaire, il faut être averti que du coup ça peut créer des tensions articulaires si vous n'êtes pas bien entraîné avant. Mais encore une fois, c'est surmontable et si vous adaptez votre allure et si vous prenez un rythme modéré comme nous on a pris, logiquement tout le monde peut le faire. Donc au niveau des vélos, moi je suis équipé d'un gravel entrée de gamme, ce qui permet d'être à l'aise sur des chemins un peu gravillonnés, tout en ayant un bon rendement sur la route. Et moi j'étais équipé en vélo de route classique, pareil un vélo entrée de gamme que j'avais acheté chez Decathlon et qui par contre était équipé de pneus route fins. Donc du coup on a dû adapter nos trajets, on n'a pas pris trop de trajets gravel. Donc voilà, on avait nous deux des vélos avec un profil plutôt route, même le gravel c'est adapté pour ça. Et on a agrémenté nos vélos de pédales automatiques, ce qui fait qu'en fait on a des chaussures avec des cales qui permettent de se fixer aux pédales. Et du coup les pieds ne décrochent pas des pédales et ça permet de maximiser le rendement en fait. Ça permet d'être toujours sur la pédale et de pouvoir même tirer la pédale vers le haut, donc le mouvement inverse du mouvement de poussée. Donc voilà, ça optimise l'effort, ça représente un gain de performance et juste on est beaucoup plus à l'aise comme ça. Et on a fait en sorte de prendre des chaussures avec des cales qui sont confortables pour un usage en dehors du vélo. Donc on peut marcher avec. Donc voilà à quoi ressemble une chaussure. Donc comme vous pouvez voir, il y a une cale comme ça qui est sous la semelle et c'est cette cale là qui va se fixer à la pédale. Mais lorsqu'on décale et lorsqu'on se met à marcher en dehors du vélo, on voit que la chaussure elle a un profil de randonnée tout simplement. Et du coup on n'était vraiment pas embêté avec ça et c'est des chaussures qu'on pouvait utiliser au quotidien. Et du coup on n'a pas pris d'autres paires de chaussures pendant ce projet à part des tongs. Au niveau des pneus, donc on était équipé de pneus avec une chambre à air classique. Donc moi j'ai crevé 4 fois et Antoine 2 fois. Une des choses qu'on aurait pu faire pour limiter ces crevaisons, ça serait de passer en tubeless. Donc en fait on enlève la chambre à air et met un liquide à l'intérieur, à condition d'avoir fait de l'étanchéité au niveau de son fond de jante et d'avoir les jantes qui sont adaptées. Et ce qui permet, lorsqu'on a des micro-crevaisons, c'est le liquide qui vient reboucher le trou. Ça permet de quasiment jamais crever, sauf si vous éclatez votre pneu complètement. En tout cas, mes pneus étaient déjà un petit peu usés, donc ça n'a pas favorisé la chose. Mais au final, on a toujours réussi à se sortir de ces crevaisons parce qu'on avait des chambres à air sur nous. Donc ça c'est très important si vous souhaitez voyager comme ça, d'acheter une ou deux chambres à air de secours. Comme ça si vous crevez, vous pouvez la réparer, ça ne demande pas trop de matériel à part un démon de pneus en gros. Et comme ça vous pouvez repartir dans la foulée et pas stopper l'étape du jour. Et ça c'est vraiment très important. Et on a aussi posé, donc on a aussi un des kits de réparation avec les rustines, oui. Ce qui permet aussi de faire des réparations et de ne pas jeter la chambre à air à chaque fois. Kit de réparation, les chambres à air de secours, ça fait partie des indispensables. Donc pour revenir sur les sacoches, moi j'avais l'équivalent de 33 litres en termes de volume. Donc ce qui fait que si vous comparez à un sac de randonnée de bivouac, c'est quand même plus petit. On est souvent sur des sacs de 50 litres, entre 40 et 60 litres.
quand vous partez pour un trip comme on a fait donc 2-3 semaines en autonomie. Et moi j'avais à peu près 40 litres de stockage parce que j'avais des sacoches supplémentaires sur la fourche avant, donc je peux recommander parce que on les sent pas vraiment quand on roule et ça fait du stockage en plus. Mais la tente était en dehors et mon duvet était aussi en dehors. En fait j'ai trouvé un moyen avec des tendeurs de les fixer en dehors, mais ouais du coup on était à 30 et 40 litres pour un trip de 3 semaines. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est autant limité sur les vêtements, sur la vaisselle et tout. Mais on a quand même pu loger beaucoup de matériel photo, on a quand même pu vivre très bien pendant 3 semaines et demie, donc au final ça suffit. Et petite précision sur les sacoches et sur le poids, donc nos vélos chargés ils pesaient 30-25 kg à peu près, donc ce qui est lourd, lorsque vous soulevez le vélo avec les bras on voit vraiment que c'est super lourd, mais quand on est dessus on sent pas vraiment le poids, et le fait de ne pas avoir de sac à dos et d'avoir tout dans des sacoches, ça soulage au final, et ouais on a juste l'impression de rouler un vélo normal, seulement un peu plus lourd, et on le sent pas tant que ça le poids. Dans les côtes, on sent on doit quand même emmener une charge qui est plus importante que d'habitude, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins handicapant qu'un sac à dos que vous portez en randonnée à pied par exemple. En plus il y a de l'inertie, donc une fois que le vélo est lancé, après il est plus dur à arrêter, donc il y a un effort minimal à fournir pour garder une allure, mais en fait ça ne nous empêche pas de maintenir une allure assez élevée sur une ligne droite avec du plat, tout ce poids là. Et moi avant le projet je m'attendais vraiment à que ça soit un enfer, que ça soit super lourd, qu'on ait une allure bien plus réduite que ça, et au final ça le fait. Il faut aussi avoir un kit de survie avec vous, ça peut servir. Nous on a eu des tiques, donc ça c'est des insectes en fait qui se fixent sur vous et qui peuvent être gênants si vous les enlevez pas en fait. Donc le kit de survie est équipé d'un enlève-tique et on s'en est servi et ça nous a bien aidé là-dessus. Et sinon ça aurait pu servir si on était tombé et qu'on s'était ouvert grâce au pansement. Quand je suis tombé justement, oui. On a pu désinfecter les plaies. Bah oui, carrément. Donc voilà, prenez un kit de survie avec vous. Vêtements, on a choisi d'être très minimaliste dans ce qu'on emmenait. Donc 3 paires de chaussettes, 3 caleçons, 2 tenues de vélo, donc 2 cuissards et 2 maillots, un t-shirt classique que je porte là, et ensuite un jogging, un pull et une veste pour la pluie. Ça fait pas beaucoup, mais en même temps ça prend vite de la place. Et en fait ça suffit largement, parce qu'on peut faire des lessives soit à la main, soit dans les machines à laver dans les campings. On a essayé d'avoir le minimum dans chaque item. Ça nous a permis de libérer de la place pour toute la partie audiovisuelle qui est donc extra et qu'on n'a pas besoin dans l'immédiat. Si on fait vite fait le détail de ce qu'on a emmené pour la partie photo-vidéo, Lilian avait avec lui un drone et une caméra 360 qui est vraiment un produit incroyable et qui fait des images très stylées. En fait ça filme à 360 degrés et après on peut prendre la partie qu'on veut pour en extraire des plans. De toute façon vous avez dû voir à quoi ça ressemblait. J'avais une caméra et 2 objectifs. Oui, photo. En plus. Donc ça c'est pour prendre des photos. Donc toi du coup tu avais drone, caméra avec 2 objectifs et la caméra 360 qui est dédiée. Et moi j'avais une caméra un peu plus grosse et avec 3 objectifs, donc c'est celle qui nous filme là. Et des objectifs en fait qu'il faut changer suivant l'angle qu'on veut avoir. Et un micro aussi, j'avais un micro. Et du coup tout ça prend de la place et c'est de la place qu'on a eu grâce à nos sacoches et grâce au surplus qu'on n'a pas emmené. Pour ce qui est des sacoches justement, nous deux on les a louées. C'est pas des sacoches qu'on possède, on va les rendre après le projet, mais peut-être qu'on en achètera dans le futur si on prévoit de faire d'autres tours en bikepacking comme ça. En tout cas c'est pas un budget faramineux puisque moi pour le mois j'en ai eu pour 100 € pour un set complet de sacoches en super état et dans lequel je peux vraiment mettre beaucoup de matériel. Donc ça franchement c'est accessible à tout le monde et ça s'adapte sur tous les vélos. Et voilà, vous n'avez pas besoin forcément du meilleur vélo. Nous nos vélos ils sont à budget entre 500 et 700 € chacun. C'est clairement les prix les plus abordables dans les catégories de vélos qu'on a pris et clairement ça suffit pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc il n'y a pas besoin d'acheter un vélo à 2000 € pour ce genre de tour. Avec un vélo à 500 € neuf que vous pouvez donc trouver encore moins cher d'occasion et un set de sacoches que vous pouvez trouver à 100 € sur le mois, vous pouvez largement faire un tour comme le nôtre. Donc c'est pas quelque chose qui est très cher niveau budget, surtout pour la durée pendant laquelle on a voyagé. Je coupe une nouvelle fois pour faire un détail complet du budget, qu'on n'a pas fait le jour du tournage de cette vidéo. Pour une personne, il faut d'abord un vélo et des sacoches, soit 500 plus 100 € dans mon cas, en gardant à l'esprit que le vélo sert en dehors du voyage. Pour ma part, il était déjà bien amorti depuis un moment. On ajoute à cela le matériel de camping, soit un matelas, un duvet et une tente.
Vous pouvez obtenir tout ça pour 150 € chez Decathlon, mais beaucoup possèdent déjà certains de ces items. Si vous souhaitez passer sur des pédales auto, vous en aurez probablement pour environ 80 € pour les chaussures et les pédales. J'ai personnellement eu besoin d'acheter 2 cuissards de vélo pour le confort, le tout pour 20 € d'occasion. Le reste des vêtements n'est pas compté car déjà possédé. Aussi, pendant le voyage, on achète à manger, mais comme on l'aurait fait en temps normal, donc je ne compte pas ça en coût lié intrinsèquement au voyage. Il reste les campings, on y a dormi 18 nuits sur les 25 à environ 10 € par personne, soit 180 €. Puis enfin, les billets de train retour, qui dépendent évidemment de votre itinéraire, mais dans notre cas, c'était 150 €. En tout, j'en ai personnellement eu pour 1100 €. Enfin plutôt 600 € parce que je possédais déjà le vélo depuis un moment. 600 € de surplus pour 25 jours, c'est certes notable, mais c'est un budget au final modique pour voyager pendant 3 semaines. Si vous souhaitez prendre le train à vélo pour terminer vos itinéraires comme nous on le fait, il faut s'assurer d'arriver à l'heure au train, d'être un peu en avance. Comme ça, vous rentrez en premier et vous pouvez mettre votre vélo directement. Et après, sinon, il y a tous les trains de la Loire à vélo et il doit y avoir d'autres itinéraires comme ça où il y a beaucoup plus d'emplacements et là, vous êtes sûr d'avoir votre place si vous la réservez en amont. Nous, c'est ce qu'on a fait pour les trains pour entrer sur Nantes du coup. On a réservé les places vélo. De manière générale, si vous empruntez des lignes TGV, le vélo est payant et il doit être souvent démonté et mis sous sa coche. Donc nous, ça nous intéressait pas trop. Ouais, c'était pas possible. Voilà, c'est un peu trop galère. Et après, vous avez toutes les lignes TER où généralement les places vélo sont gratuites et disponibles. Et dans certaines régions, il faut réserver l'espace et il peut être aussi payant. Entre nous, dans les Hauts-de-France, c'était gratuit, il n'y a pas besoin de réserver. Et par contre, sur le trajet de la Loire à vélo, on devait réserver une place mais qui était gratuite. Il est temps de conclure le projet. Là, on est sur le dernier jour, on va clairement prendre le train et rentrer chez nous. Ça fait bizarre parce que en fait, ces 3 semaines ont paru beaucoup plus longues que ce qu'elles étaient. On en a déjà parlé un peu avant. En fait, ça dilate un peu le temps de vivre tellement de choses dans un temps si court. En fait, on a l'impression que ça fait 1 an qu'on est parti, alors qu'au final, ça fait que 3 semaines et demie maintenant. Personnellement, j'ai du mal à réaliser que demain matin, je suis chez moi. Enfin, personnellement, j'ai l'impression que ça fait 2 mois en fait qu'on est parti. Et en tout cas, pour conclure sur le fait de voyager à vélo par nos propres moyens et d'aller aux destinations avec ses jambes et de faire un trajet si long que ça par nous-mêmes, ça a plein d'avantages. Déjà, c'est pas cher et ça vous permet de voyager sur l'intégralité en fait de vos vacances à moindre coût. Après, ça dépend aussi de l'hébergement que vous choisissez. Et vous pouvez faire comme nous aussi, limiter donc les nuits en camping sur du bivouac où là donc, vous payez pas les hébergements. Mais en tout cas, le mode de voyage qu'on a emprunté pendant ces 3 semaines, moi personnellement ça m'a beaucoup plu. C'est une manière de voyager qui est différente de celle que la plupart pratiquent, qui est super satisfaisante puisqu'on apprécie vraiment le trajet. Il n'y a pas que la destination qui compte. Et le fait d'arriver dans une destination en ayant fait tout le trajet par nous-mêmes avec nos jambes, c'est vraiment super gratifiant quoi, le sentiment. Ouais, c'est une vraie fierté. Je crois que la première fois qu'on se l'est dit, c'est quand on est arrivé au Mont-Saint-Michel. Ouais. Et on s'est dit, on est quand même au Mont-Saint-Michel et on est venu en vélo quoi. Donc ouais. c'est ça que on était contents de nous. Et on pense que si ce mode de transport, si ce mode de voyage était généralisé en fait, déjà les lieux touristiques seraient moins engorgés, ce qui est un vrai problème dans les lieux où on est allé, notamment au Mont-Saint-Michel et aux falaises d'Étretat où il y a beaucoup de monde concentré au même endroit. Et peut-être que les gens seraient plus donc, sur leur itinéraire à profiter de l'itinéraire même et du coup passeraient moins de temps sur la destination tout en l'appréciant tout autant. Et il y aurait sûrement plus d'aménagements pour les cyclistes aussi. Plus d'itinéraires, plus de lieux pour s'héberger. Ouais, il y a certaines communes qui proposent déjà des aires de bivouac qui sont gratuites, accessibles pour les cyclistes comme nous. On pense par exemple à la commune d'Évran, dans laquelle on a séjourné dans une aire de bivouac, donc qui était gratuite, où on avait l'eau, l'électricité, la douche et même de quoi faire la vaisselle et la lessive. Donc ça, c'est des initiatives qui font vraiment plaisir et qui vont sans doute se multiplier à mesure qu'il y a de plus en plus de cyclistes qui voyagent comme nous. Donc c'est vraiment notre objectif de promouvoir ce type de voyage puisqu'en fait c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour les voyageurs, c'est mieux pour les destinations, ça fait avancer les infrastructures dans les communes et ça permet à plus de gens de le faire. Donc voilà, et en plus c'est bien plus éco-responsable. On a clairement limité notre empreinte carbone lors de ces 3 semaines. Et oui, en fait ça fait du bien à tout le monde tout simplement. Alors, en tout cas, c'était une expérience vraiment sympathique et je pense que c'est pas la dernière de notre vie à mon avis. Ouais, je pense que c'est une expérience que je revivrai peut-être dans plusieurs années ou dès l'année prochaine. Ouais, voilà. Merci à tous pour votre soutien et merci à toutes les personnes qu'on a croisées sur la route, avec qui on essaiera de garder contact. C'est ciao. Bon allez, parce que là il est 11h42. Ouais. Dans 20 minutes, il faut être barré. Et voilà, on espère que ce complément vous aura donné quelques clés pour vous lancer dans un projet similaire. Et si oui,
Hâte de vous croiser sur les chemins. Et bien sûr, s'il vous reste des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou sur notre Instagram. Sur ce, à la prochaine!